Le matin où Malik Diarra mourut, la lumière mit du temps à se lever. Le ciel lui-même semblait hésiter à s'éclaircir, comme si l'univers pressentait que ce jour serait différent, comme si quelque chose de grave venait de basculer dans l'équilibre du monde. Les nuages s'étiraient lourdement au-dessus des toits de la capitale, et un silence pesant s'était abattu sur les avenues pourtant toujours bruyantes. À 7 heures, une voiture noire sortit discrètement de la villa Diarra à Ngor. À 7h10, une infirmière en blouse blanche composa un numéro avec des mains tremblantes. À 7h13, une alerte interne circula dans le groupe hospitalier Prestige Santé, mentionnant la mort d'un patient classé confidentiel niveau 5. À 7h20, 2 gardes en uniforme fermèrent l'accès à l'aile ouest de la clinique Saint-Honoré. Puis, à 7h30, la nouvelle fut transmise au président de la République lui-même dans un message court, brut. Malik Diarra, décédé ce matin. Arrêt cardiaque. En moins d'une heure, sans qu'aucune annonce publique n'ait encore été faite, toute la haute sphère politico-économique du pays avait été prévenue. Les directeurs de banques, les généraux à la retraite, les diplomates étrangers, les présidents de fondations, les ex-ministres en exil, les chefs religieux, les journalistes d'investigation, les présidents de clubs de football et les grandes familles commerçantes, tous avaient reçu l'information. Chacun l'a lu dans le silence. Certains furent soulagés, d'autres attristés, quelques-uns, très rares, effrayés. Et dans quelques salons luxueux aux rideaux tirés, il y eut même des toasts portés à voix basse. Enfin, le vieux lion est tombé. À 8 heures précises, les premières rumeurs filtrèrent sur les réseaux sociaux. Un compte anonyme posta un tweet. Quelque chose de grave s'est passé à la clinique Saint-Honoré. 3 véhicules banalisés sont partis en convoi. Un autre internaute, chauffeur de taxi, partagea une vidéo montrant le cortège entrant dans la villa Diarra. À 8h30, le silence se brisa officiellement. Dakar Flash publia une brève sur son site web, titrée « Malik Diarra serait mort ce matin selon une source hospitalière ». L'article fut retiré 7 minutes plus tard, mais c'était trop tard. L'onde de choc venait de commencer. Les notifications explosèrent. Les téléphones sonnaient. Les captures d'écran circulaient à la vitesse de la lumière. Et comme chaque fois qu'un roi tombe, les foules réagissaient avec frénésie, violence, émotion ou ironie. À 9 heures, toutes les chaînes nationales interrompirent leur programme. Un bandeau rouge apparut au bas des écrans. Urgent, décès de M. Malik Diarra, industriel et homme d'affaires. La voix du présentateur tremblait légèrement lorsqu'il confirma la nouvelle. Il lut un communiqué sobre de la famille, signé par les avocats. C'est avec une profonde douleur que nous annonçons le décès de M. Malik Diarra, survenu paisiblement dans son sommeil ce jeudi matin, à son domicile, entouré de ses proches. Le pays, stupéfait, commença à pleurer, car on pleure parfois sans savoir pourquoi. Pas seulement pour l'homme, mais pour ce qu'il représentait, pour ce que sa disparition évoquait. Une époque, une ère, une domination. Malik Diarra n'était pas qu'un homme riche. Il était une institution, une forteresse, une légende vivante que la mort venait enfin de rendre vulnérable. Les premiers hommages affluèrent. Les politiciens saluèrent un capitaine d'industrie visionnaire. Les ambassades parlèrent d'un partenaire stratégique fiable. Les anciens collaborateurs évoquèrent son autorité inspirante. Le président décréta 3 jours de deuil national. Un décret signé à la hâte fut lu au journal officiel du soir. Les radios diffusaient en boucle une chanson mélancolique de Youssou N'Dour, censée incarner la grandeur du défunt. Les drapeaux furent mis en berne. À la bourse de la capitale, on observa une minute de silence avant l'ouverture des marchés. Tout semblait suivre le rituel prévisible, presque programmé, du départ d'un géant. Et c'est à ce moment-là qu'un tremblement discret, mais profond, fit vaciller la narration officielle. À 10h47, exactement, un communiqué inattendu, non signé, mais transmis par le cabinet d'avocats d'Asma Diarra, l'épouse du défunt, fit son apparition dans les boîtes mail des rédactions. Madame Asma Diarra, veuve légitime de M. Malik Diarra, informe les médias et le public qu'elle s'oppose à l'enterrement de son mari dans sa forme actuelle. Par respect pour la vérité, pour la justice et pour la mémoire collective, elle demande la suspension immédiate de toute cérémonie funéraire jusqu'à nouvel ordre. Le message tomba comme une gifle sur un visage en pleurs. Un refus net, ferme, glacial, au beau milieu du deuil national. Les rédactions crurent à une erreur. Certains journalistes pensèrent à une intoxication médiatique. D'autres vérifièrent frénétiquement les signatures, les en-têtes, les numéros de téléphone. Mais tout était authentique. La déclaration venait bel et bien de la femme du défunt,
la seule héritière officielle, la seule personne légalement autorisée à donner les ordres concernant le corps. Et elle venait de dire non. Non à l'enterrement. Les premiers mots qui fusèrent furent folie, crise de nerfs, dépression. On dit qu'elle avait perdu la raison, qu'elle ne supportait pas la douleur, qu'elle voulait attirer l'attention. Les psychologues invités sur les plateaux évoquèrent le choc du deuil, la détresse post-traumatique, le besoin de contrôle. On rappela qu'elle était très jeune, qu'il y avait plus de 30 ans d'écart entre elle et Malik. On sous-entendit qu'elle avait épousé le vieil homme pour l'argent. On spécula sur leur intimité, sur leur vie conjugale, sur leurs disputes supposées. On inventa des crises, des cris, des crises d'hystérie. Tout le monde voulait expliquer son geste. Tout le monde voulait ramener sa décision à une réaction irrationnelle, passagère, presque pitoyable. Mais Asma ne parla pas. Pas immédiatement. Elle ne tint aucune conférence de presse, ne répondit à aucun appel, ne se montra dans aucun salon de condoléances. Elle ne se présenta pas à la cérémonie improvisée dans le grand hall du ministère du Commerce. Elle ne se rendit pas à la grande mosquée. Elle ne reçut aucun ministre. Elle disparut. Et pendant ce silence, les rumeurs redoublèrent. Certains disaient qu'elle voulait empocher l'héritage seule et bloquer l'enterrement pour des raisons juridiques. D'autres affirmaient qu'elle était entrée en guerre contre les enfants illégitimes de Malik et qu'elle exigeait un test ADN post-mortem. Quelques voix, plus sombres, plus rares, parlaient d'un scandale, d'un secret, d'un chantage. Mais personne ne savait. Le corps, pendant ce temps, attendait à la morgue. 3 jours, puis 4, puis une semaine. Les agents du funérarium recevaient chaque jour une lettre d'un cabinet d'avocats leur rappelant que toute tentative d'inhumation serait poursuivie en justice. Les gardiens furent doublés. Le cercueil fut placé dans une chambre froide verrouillée, sous vidéosurveillance. Des détecteurs de mouvement furent installés. C'était du jamais vu. Un homme que le pays voulait honorer, bloqué dans un entre-deux macabre. Ni vivant, ni mort. Suspendu, rejeté. Et dans cette atmosphère électrique, la ville, peu à peu, commença à se diviser. D'un côté, ceux qui soutenaient l'image de Malik, le bâtisseur, le mécène, le père de la croissance économique. Ils parlaient de ses projets d'infrastructure, de ses dons, de ses hôpitaux. Ils voyaient en Asma une traîtresse, une ingrate, une manipulatrice. De l'autre côté, un murmure se fit entendre. Faible au début, presque timide, mais présent. Ce murmure disait « Et si elle avait raison ?» Car au fond, beaucoup savaient, beaucoup avaient vu, beaucoup avaient entendu des histoires. Des rumeurs, des disparitions, des dettes réglées dans le sang, des silences achetés. Mais personne n'avait osé parler. Pas quand l'homme était vivant, pas quand il était si puissant. Mais maintenant qu'il était mort et que sa propre femme refusait de le laisser reposer, cela changeait tout. Ce n'était plus un simple refus d'enterrement. C'était peut-être un acte de guerre.